Bonjour tout le monde, donc dans le présent vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut étudier les propriétés d'une fonction. Donc, première des choses, étudions le domaine et le codomaine. Bon, je sais que dans plusieurs cahiers d'exercice, il est mentionné l'image et non pas le codomaine. Par contre, moi, c'est ce que je me souviens dans mes études en mathématiques, l'image devrait être l'image pour un seul point. Autrement dit, pour une valeur de la variable indépendante, quelle est l'image? Donc, quelle est la valeur de la variable dépendante qui correspond à cette valeur de la variable indépendante-là. Alors, quand on parle d'une seule valeur, on parle de l'image, mais lorsqu'on parle de l'ensemble des images, c'est là qu'on parle du codomaine. Donc, bon, à moins que, évidemment, là, les deux terminologies soient acceptées, mais de mémoire, là, c'est vraiment ce qu'on m'avait enseigné. Donc, mais bon, je sais que dans plusieurs cahiers, on parle de l'image et non pas du codomaine. Donc, première des choses, qu'est-ce que le domaine? C'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable indépendante. Donc, si on regarde l'exemple ci-dessous, donc ici d'ailleurs, je vais surligner les valeurs qu'on peut prendre en x. Je vais juste prendre le surligneur un peu plus petit. OK. Donc ici, si on regarde ma fonction, si on regarde les valeurs que x peut prendre, évidemment, la courbe semble se continuer vers l'infini du côté gauche, donc vers les x négatifs. Donc je vais faire ça comme ça avec une flèche. Et l'ensemble des valeurs va se poursuivre jusqu'à temps que j'arrive à l'extrémité de ma fonction. Donc, on peut voir ici que les valeurs que le domaine peut prendre, c'est de moins l'infini jusqu'à 4. Pourquoi moins l'infini? Parce que, comme je disais, la courbe semble se poursuivre vers l'infini du côté des x négatifs. Donc, la façon d'écrire les propriétés d'une fonction, c'est la suivante. Donc, étant donné qu'il s'agit du domaine, on parle de la variable x. Donc, x appartient. Et là, on va aller mettre l'intervalle. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à 4. Bon, la raison pour laquelle j'ai exclu, donc les crochets, la raison pour laquelle les crochets sont vers l'extérieur, du côté de moins l'infini, ben, c'est tout simplement que moins l'infini, en fait, c'est pas un nombre, c'est un concept. Là. Donc, on peut tout le temps imaginer un nombre qui est encore plus petit qu'un nombre qu'on vient d'imaginer. Donc, on ne peut jamais inclure l'infini ou moins l'infini dans un intervalle. À noter également que j'ai vu très souvent l'écriture suivante. Donc, à l'occasion, il y en a qui font tout simplement omettre le crochet, c'est-à-dire qu'ils vont écrire de moins l'infini jusqu'à 4. Parce que c'est automatique que l'infini ou moins l'infini soit exclu. Donc, certaines personnes vont tout simplement éviter de mettre le crochet. Très honnêtement, j'ignore si c'est une méthode acceptée ou pas, mais je l'ai vu très fréquemment, même dans certains de mes cours. Là. Donc, j'imagine que oui. Maintenant, la raison pour laquelle est-ce qu'on doit absolument garder le crochet pour le 4, ben, c'est tout simplement que le 4 pourrait être exclu. Donc, si on avait eu un point vide, donc un point ouvert, dans ma fonction, ben, le 4 aurait été exclu. Mais étant donné ici que le point est plein, il est fermé. Donc, le 4 fait partie des valeurs possibles pour le domaine. Maintenant, en ce qui a trait au codomaine, donc quelles sont les valeurs de y possibles? Pardon. Donc, si on regarde sur mon graphique, on voit très clairement, encore une fois, que je commence de moins l'infini. Et la valeur maximale que y peut prendre, ici, ça va être 1. Donc ici, mon codomaine. Évidemment, le codomaine, bon, je sais que sur l'axe, c'est marqué y. On fait référence ici à une fonction. Donc moi, j'ai tout le temps dit à mes élèves que généralement, le y, on va s'en servir lorsqu'on fait davantage de la géométrie. Et lorsqu'on fait référence à une fonction, moi j'ai toujours préféré utiliser f de x pour vraiment distinguer les deux. Mais évidemment, vous pouvez utiliser y, il n'y a pas de problème. Donc, f de x appartient à l'intervalle, et là de moins l'infini jusqu'à 1. Et voilà comment est-ce qu'on peut exprimer le domaine et le codomaine. Maintenant, la variation. Donc, qu'est-ce que la variation? La variation, c'est qu'on va déterminer de quelle manière varient les deux fonctions l'une par rapport à l'autre. Lorsque la variation elle est constante, c'est-à-dire lorsqu'on a une espèce de palier, c'est lorsque la variable dépendante ne varie pas. Lorsque la variation elle est croissante,
c'est les endroits où est-ce que les variables, donc la variable indépendante et la variable dépendante, varient dans des sens, dans le même sens. C'est-à-dire que si la variable indépendante augmente, la variable dépendante va augmenter également. Si la variable indépendante diminue, mais la variable dépendante va diminuer également. Et la variation va être décroissante lorsque les variables varient dans les sens contraires. C'est donc dire que lorsque la variable indépendante augmente, ben dans ce cas-là, la variable dépendante va diminuer. Bon, évidemment, ça c'est dit de façon verbale. Maintenant, graphiquement, ça se voit assez facilement. Donc, le petit truc que je donne, bon, c'est vraiment pas mathématique, là. Il y a certains enseignants qui aimeront vraiment pas ce que je vais faire. Mais moi, je dis à mes élèves, t'imagines un petit bonhomme, et évidemment, tu te promènes tout le temps de la gauche vers la droite, parce que les X, ben, s'accroît de la gauche vers la droite. Et ben, tu regardes, si le petit bonhomme descend une côte, ça veut dire que c'est décroissant. Il descend. Si le petit bonhomme ne monte pas ou ne descend pas, donc il reste à la même hauteur, ben là, ça veut dire que c'est constant. Et si notre petit bonhomme monte la côte, ben ça veut dire que c'est croissant. C'est un peu enfantin, je suis d'accord, mais super honnêtement, c'est l'image que je me fais encore aujourd'hui quand je veux déterminer rapidement la variation. Donc, je vais quand même effacer mes petits bonhommes, là. Donc, quels sont les endroits où c'est croissant? Bon, je vais aller surligner en vert les parties qui sont croissantes. Donc, évidemment, on a cette partie-là ici. Et il faut comprendre une chose. La croissance, c'est pas uniquement la partie où est-ce que ça monte. Les parties où c'est constant doivent être inclus dans les croissances ou dans la décroissance. Autrement dit, ici, pour l'intervalle de croissance, je vais inclure le palier également. D'accord? Ça, c'est une définition très mathématique. Il y a une différence entre la partie qui va monter et la partie constante. C'est-à-dire que quand on parle de croissance, on peut parler de deux types de croissance. On peut dire que est-ce que la fonction elle est croissante. Dans ce cas-là, je dois inclure les deux parties comme vous voyez à l'écran. Si je vous demande quand est-ce qu'elle est strictement croissante, là, il y a une petite différence. Là, dans ce cas-là, on n'inclura pas la partie qui est constante. Généralement, lorsqu'on vous demande la croissance, on doit inclure la constance. Et on va faire la même chose avec la partie décroissante. Autrement dit, je vais aller surligner en rouge ici les parties décroissantes. Donc évidemment, j'ai cette partie-là ici. Mais je dois également ajouter la partie qui est le palier. Donc, cette partie-là va faire partie des deux. Et évidemment, j'ai la fin ici de la courbe. Et pour terminer, la partie qui est constante, je vais la surligner en bleu. Évidemment, c'est cette partie-là. Donc, le palier là, qui est constant, dans le fond, fait partie de tous les intervalles. La partie constante, la partie croissante, la partie décroissante. Donc, maintenant, on va aller déterminer les intervalles. Donc, je vais encore une fois aller surligner sur l'axe des X pour qu'on voit bien. Donc, la partie décroissante va correspondre à cet intervalle-là ici. Et également cette partie-ci, qui se poursuit vers l'infini. La partie croissante correspond à cette partie-là ici, de même que la partie constante. Et finalement, la partie constante. Dans le fond, les propriétés qu'on a utilisées sur les fonctions, là, la plupart, on doit tout le temps regarder sur l'axe des X. Pourquoi? Parce qu'évidemment, l'axe des X correspond à l'axe de la variable indépendante et c'est vraiment cette variable-là sur laquelle on peut jouer généralement. Donc, la plupart des propriétés, on va les indiquer par rapport à l'axe des X, l'axe de la variable indépendante. Les seules propriétés qu'on va observer sur l'axe des Y, ça va être le codomaine et les extrémums, donc le minimum maximum. Sinon, on doit tout le temps regarder les intervalles sur l'axe des X. Donc maintenant que j'ai bien identifié sur mon graphique quelles étaient les propriétés, les endroits qui correspondaient aux différentes variations, je vais les écrire avec les couleurs appropriées, donc je vais le vert. Donc la fonction est croissante. Et là, on voit très bien sur mon graphique si x appartient à l'intervalle. Et là, je commence à moins 5. Et ça se termine à 3.
fonction elle est décroissante si x appartient à l'intervalle. Là, je commence à moins 11. Et je termine à 0 pour recommencer par la suite à 3 jusqu'à l'infini. Et pour terminer la partie constante, si x appartient, et là c'est de moins 5 jusqu'à 0. Et voilà, on vient de déterminer tous les intervalles de variation. Extrémum, donc quels sont les minimums et maximums? Encore une fois ici, il y a une nuance à avoir. On peut avoir deux types de maximum et deux types de minimum. Au secondaire, on en étudie seulement un seul, c'est-à-dire le minimum, c'est ce qu'on appelle en fait en réalité le minimum absolu. Et le maximum, c'est le maximum absolu, c'est-à-dire c'est vraiment la plus petite valeur et la plus grande valeur que la variable dépendante peut prendre. Donc si je regarde l'exemple ici, le minimum de ma fonction, on voit assez très facilement que c'est moins 6 et que le maximum est 5. Maintenant, par contre, il y a également ce qu'on appelle des minimums relatifs et des maximums relatifs. Vous allez les étudier plus loin là, dans votre parcours scolaire. Lorsqu'on parle d'un minimum ou d'un maximum relatif, ça dit c'est relatif aux environs, si je pourrais dire, du point qu'on est en train d'observer. Autrement dit, dans la région très rapprochée d'un point, est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui sont plus petites ou plus grandes? Autrement dit, on va aller chercher des pics, façon de parler. Si on regarde sur mon graphique, là, je vais juste grossir l'image. Sur mon dessin, j'aurai plusieurs minimums relatifs. En fait, j'en aurai un ici, j'en aurai un ici, et j'en aurai un autre ici. Ce sont les endroits qui sont... Tu sais, si on regarde dans l'univers immédiat du point, j'ai aucun autre point qui descend en bas de aucune valeur de la variable dépendante. Vous allez me dire, oui, il y en a d'autres plus loin. Oui, mais dans la région immédiate, ce sont les points les plus bas. Et je vais faire la même chose avec les maximums. Donc, j'aurai des maximums relatifs ici à quelques endroits. J'en aurai un ici et j'en aurai un autre également ici. Mais bon, pour le secondaire, on se préoccupe uniquement du minimum et du maximum absolu. Mais à noter que c'est quelque chose que vous allez voir éventuellement. Le signe. Donc, quand est-ce qu'une fonction est positive ou négative? Évidemment, on observe le signe selon la variable dépendante, mais on donne les intervalles selon la variable indépendante. Autrement dit, quand je veux savoir si une fonction est positive, je veux savoir quand est-ce qu'elle est située en haut de l'axe des x. Donc, quand est-ce que le y est positif. Et quand je veux savoir si elle est négative, je veux savoir quand est-ce que le y est négatif, ou f de x si vous préférez. Donc, quand est-ce qu'elle est située sous l'axe des x. Autrement dit, quand c'est positif, il faut que ce soit en haut, et quand c'est négatif, il faut que ce soit en bas. Bon. Donc, si je regarde attentivement sur mon graphique, les parties où c'est négatif, j'ai cette partie-là ici, et ça recommence de l'autre côté. Pour la partie positive, c'est toutes les parties sur l'axe, au-dessus de l'axe des x, pardon. Et cette partie-là également. Bon. Donc, je vais aller écrire les intervalles. Et à noter ici l'écriture que je vais utiliser. Donc, f de x est plus grand ou égal à 0. Donc, quand est-ce que la fonction est positive? C'est ce que ça veut dire. Bon, ici, j'ai mis si. Mais à noter que le vrai symbole que j'aurais dû utiliser, là, c'est une mauvaise habitude en fait, je l'ai mal écrit quand j'ai fait mon document. J'aurais dû écrire ça ici, et non pas ci. Ce qui veut dire, en fait, f de x est positive pour tout. Donc, pour toute valeur de x qui appartient à l'intervalle. Et là, je vais aller écrire mon intervalle. Donc, ça va de moins 11 jusqu'à moins 8. Union de 1 jusqu'à 5. Je vais faire la même chose
pour l'intervalle négatif. Donc, je vais me débarrasser d'ici. Donc, f de x est inférieur ou égal à 0 pour toute valeur de x qui appartient à l'intervalle de moins 8 jusqu'à 1. Et de 5 jusqu'à l'infini. Et voilà. À noter une petite chose, hein. C'est marqué dans le signe, j'ai écrit f de x est plus grand ou égal à 0 et f de x est plus petit ou égal à 0. Autrement dit, tout ce qui est égal à 0, on le considère comme étant positif et négatif en même temps. Donc, le chiffre 0, ou le nombre 0, vous voyez comme vous voulez, c'est un nombre qui est positif et négatif à la fois. Donc, on doit tout le temps l'inclure, autant dans l'intervalle de positivité que dans l'inclure de négativité. C'est la raison pour laquelle le point moins 8, lorsque x est égal à moins 8, lorsque x est égal à 1 et lorsque x est égal à 5, ce sont tous des endroits qui sont positifs et négatifs en même temps parce qu'ils sont tous sur l'axe des x. Maintenant, les coordonnées à l'origine, je crois que c'est la dernière, ouais, ok. Donc, les coordonnées à l'origine d'une fonction, donc ici, on parle évidemment de l'ordonnée à l'origine, ou si vous préférez, la valeur initiale, donc je sais qu'en secondaire 3, on lui donne parfois ce nom-là. Et on parle également de l'abscisse à l'origine, ou si vous préférez, les zéros d'une fonction. Donc, dans le fond, ça correspond à quoi? Ça correspond aux endroits où je croise l'axe des y et l'endroit où je croise l'axe des x. Donc, premièrement, étudions les zéros. Les zéros, si vous préférez, les abscisses à l'origine. Donc, le nom le dit, ce sont les abscisses à l'origine. Quelle est l'abscisse à l'origine? Quelle est l'abscisse? Donc, quelle est la valeur de x à l'origine, quand y est égal à 0? Donc, autrement dit, quelles sont les valeurs qui croisent l'axe des x? Donc, ici, les valeurs où je croise l'axe des x, il y en a 3. J'ai moins 11, moins 10, que dis-je? Moins 4 et 3. Donc, je vais aller écrire de la façon suivante. Étant donné que j'ai plus qu'une valeur, je ne peux pas mettre x égale. Donc, x appartient à un ensemble. Là, je ne mettrai pas un intervalle. Je vais mettre des accolades pour bien définir que ce sont des valeurs discrètes, donc des valeurs bien précises. Donc, je vais avoir moins 10, moins 4 et 3. De cette façon-là, on sait que les seules valeurs possibles sont ces trois valeurs-là. En ce qui a trait à la valeur initiale, donc lorsqu'on parle de l'ordonnée à l'origine, donc je reviens à la signification de l'expression, ordonnée à l'origine. Donc, quelle est la valeur de y, l'ordonnée, à l'origine, quand x égale à 0? Donc, quelle est la valeur, dans le fond, quand est-ce que je croise, quelle est la valeur lorsque ma fonction croise l'axe des y? Donc, sur mon graphique ici. Donc, évidemment, quand on parle de l'ordonnée à l'origine, étant donné qu'on est en train d'étudier les propriétés de fonctions, il ne peut qu'y avoir qu'une seule ordonnée à l'origine, parce que je peux avoir seulement une valeur de y pour toute valeur de x. Je ne peux pas avoir deux valeurs de y. Donc, ici, j'ai moins 3 comme ordonnée à l'origine. Donc, ici, je vais aller écrire f de 0. Pourquoi j'écris f de 0? En fait, j'aurais dû l'écrire en minuscule. Pourquoi j'ai fait une majuscule? Parce que je veux savoir c'est quoi la valeur de la fonction quand x égale à 0. Donc, f de 0. Et la valeur est de moins 3. Donc voilà, ça résume l'ensemble des propriétés qu'on peut utiliser sur une fonction. À noter que, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait intuitivement lorsqu'on résout un problème. Mais ça va être quelque chose qui va vous être très utile lorsque vous allez vouloir représenter des fonctions beaucoup plus complexes lorsque vous allez avancer dans vos études en mathématiques. Donc, quand vous allez être rendu au cégep, entre autres, là, si vous faites les cours de calcul différentiel et intégral, c'est le genre d'informations qui sont absolument indispensables pour tracer des fonctions beaucoup plus complexes que ce qu'on va faire en secondaire 4 ou en secondaire 5. Alors voilà, passez une belle soirée.